Salut à tous, salut les bichons, bienvenue pour ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, on va recevoir nos amis de chez Viessmann autour de la table. Donc, vous savez que je connais bien cette marque, c'est une marque que je connais bien, que j'apprécie bien, mais qui a des produits nouveaux à nous présenter aujourd'hui. On va s'attarder aujourd'hui sur les pompes à chaleur, mais aussi sur la partie production photovoltaïque. J'en parle tout de suite parce que du coup je suis un peu excité. Il y a un concours excité tout de suite, ça y est. Non mais je vous vois venir là les deux. C'est pas possible si on commence comme ça là. Mais là ils sont pas venus les mains vides là. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que il y a un gros cadeau à gagner. Donc on en parlera à la fin, mais n'hésitez pas. C'est pas moi qu'on parlera. Ah mais il y a pas de problème. On va tout de suite se lancer. Qui est-ce qui se présente du coup en premier? Eh ben allez, je vais commencer. Allez, commence. Allez, vas-y. Emmanuel Bertocchi, donc je suis chef de produit chez Viessmann depuis à peu près 4 ans, dans tout ce qui est pompe à chaleur domestique et ballon thermodynamique pour le résidentiel. Chef de produit PAC, ça veut dire que c'est quoi? Tu fais le développement, tu gères le SAV, c'est quoi? Alors non, c'est tout ce qui est en amont, on va dire. Tout ce qui va être effectivement l'analyse des besoins, c'est faire la synthèse des besoins, faire les cahiers des charges, faire le lien avec la R&D et effectivement accompagner la vente du produit, donc accompagner le développement, la vente du produit, la mise sur le marché. Donc tout ce qui va être autour du produit jusqu'au moment où il est vendu et installé. Et après, dès qu'il y a des problèmes, c'est pour d'autres personnes. Toi, les problèmes. Toi, tu gères la partie en amont, avant la commercialisation. Exactement. Et pendant. Mais par contre, le SAV, c'est un autre service. C'est un autre service, oui. Ok, bon, ça roule. Et du coup, à ma droite, on a Jérôme. Voilà, Jérôme Dufour. Je suis également chef de produit chez Viessmann depuis 4 ans. Maintenant, je suis venu en même temps que Manu. Mais moi, plus sur la partie solution électrique. Donc, solution électrique, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à l'autoconsommation, photovoltaïque, batterie de stockage, un peu de clim aussi. Donc voilà, tout ce qui tourne autour de la partie élec. Toute la partie, quand tu dis toute la partie photovoltaïque, c'est toute la partie production, centralisation, tout quoi. C'est ça. Ok, exactement. C'est toi qui... du coup, tu bosses en relation avec Manu pour les systèmes smart grid, etc. Voilà, ou ça, du ouais. coup, c'est deux services complètement... Non, on bosse ensemble, effectivement, sur toute la partie autoconso, avec d'autres collègues également. Effectivement, il y a toujours une relation avec le PV, avec la production élec. Je travaille un peu avec tous mes autres collègues, chefs de produit. Ok, donc toi, vu le futur qui s'annonce sur les énergies renouvelables, entre la PAC et le PV, je pense que vous avez pas mal de taf. On est le couple parfait. Ouais, c'est la bonne combinaison. On en parlera tout à l'heure, mais je pense en effet que c'est la combinaison idéale avec l'autoconsommation. Mais je vais faire un peu le curieux, j'en profite. Avant, vous faisiez quoi? Vous étiez quoi? Vous faisiez vos études? Vous étiez dans une autre entreprise? Vous faisiez quoi avant? Alors, si moi je faisais mes études juste avant, j'ai fait de très longues études. Voilà, j'allais pas dire tout de suite. Non, mais ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le métier de la pompe à chaleur. T'étais déjà dans la PAC? Ouais, ailleurs, effectivement, à travers un cursus à la formation, donc formation, puis chef de produit ailleurs, également dans tout ce qui était pompe à chaleur, solaire thermique. Ok. Donc naturellement, voilà, le chemin. Donc une partie de terrain quand même. Une petite partie de terrain quand même. D'accord. Et toi? Moi, j'ai fait mes armes dans l'électricité pure, donc chez un fabricant de matériel électrique, dans la partie protection, domotique, gestion de l'énergie, voilà. Ok, bon ça roule. Ouais, c'était la petite question curiosité. Maintenant, on va passer sur la présentation de Viessmann, parce que les bichons vous connaissent bien. Vous êtes un partenaire des bichons. On a pas mal posé de climatisation déjà. Mais expliquez un peu aux bichons tout ce que vous faites, parce que Viessmann, c'est très vaste. C'est une vieille entreprise. Je vais pas me charger de la présentation. J'aurais pu pour une fois, mais je vais vous laisser faire. Ouais, on va prendre le relais, effectivement. Donc, Viessmann, c'est une entreprise familiale. Ça, faut le savoir. Ça l'est toujours aujourd'hui. Pas en bourse. Non, exactement. 100% familial. On est sur une entreprise qui a été créée en 1917 par Johann Viessmann, qui a commencé seul. Et son fils a repris, et lui, il était vraiment axé inno. Donc, il a vraiment développé toute la partie chaudière. Il a posé énormément de brevets avec ses équipes. Donc, il a vraiment développé le métier. Son fils, après, dans les années 80, quand il a repris l'entreprise, lui était plus axé commerce et surtout export. Donc avant, c'était une entreprise vraiment allemande à 100%, Okay. qui
fabriqué juste pour l'Allemagne. Après, à partir des années 80, on a commencé à faire de l'export. Et là, on est sur la dernière génération, donc avec Max Wissmann depuis 2015. La dernière génération. Voilà, la dernière génération, mais pas la dernière. Hein, on lui dira attention, ouais, ça va remonter, fais attention, gaffe. Ouais. Et du coup, là, on est vraiment culture d'entreprise, digitalisation. Donc, on a vraiment accès sur les solutions complètes, mais plus de chauffage, vraiment de confort de l'habitat. Donc on va plus loin que juste sur la partie chauffage qu'on avait l'habitude de traiter au départ. On est vraiment sur des solutions alors en termes effectivement de chauffage, de climatisation, de ventilation, de bien-être. Le leitmotiv aujourd'hui chez Wissmann, c'est créons des espaces de vie pour les générations futures. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye d'apporter. On essaye d'apporter une pierre à l'édifice, à ce que ce soit pas éphémère, que ça dure pas seulement 10-15 ans, mais qu'on ait vraiment notre contribution pour la suite, quoi, pour le futur. En gros, à la base, c'était un artisan, Wissmann. Ensuite, son fils, il a fait la partie, je pense que quasiment tous les chauffagistes connaissent, avec la biférale, je suppose, entre autres, avec les brevets comme ça, etc. C'est ça, il y a eu plus de 1500 brevets déposés à cette époque-là. Ouais, là, c'était le gros développement de l'usine, etc. Et où on a eu pas mal de production. Après, moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, on parlait déjà de digitalisation, du fait de rendre ça plus numérique et tout, mais c'était très théorique, quoi. Concrètement... Maintenant, on est dans le concret. Concrètement, maintenant, tous les produits qui sortent, ils sont tous connectés. C'est ça, exactement. Et ils sont tous voués à fonctionner ensemble, quoi. Exactement. Je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment d'avoir un écosystème, c'est ça. Tout à fait, Ce qui est sur la base de la fameuse plateforme E3 là, dont on parlait. E3, tout à fait, qui équipe nos nouvelles chaudières gaz, nos nouvelles packs. Enfin voilà, ça va venir progressivement sur vraiment tous les produits de la gamme, et ça va permettre aussi à nos installateurs et à nos partenaires de justement avoir, on va dire, une référence technique commune. Voilà, c'est l'ADN Wissmann, quoi, tout simplement. Hein. En fait, dans l'image des gens, Wissmann, c'est de la chaudière fuel. Enfin, je caricature un peu le trait, parce que c'est là-dessus que vous vous êtes fait connaître vraiment, avec cette fameuse biférale, etc., et qui était à l'époque qu'on ne trouvait pas ailleurs, quoi. Ensuite, vous avez de la chaudière gaz qui est très performante. Vous avez aussi de la chaudière gaz qui était déjà dans les premières chaudières gaz connectées, par exemple, en gaz condensation, etc. Je fais un peu le tour de la gamme. Vous avez de la chaudière, du coup, non condensation, vous en avez plus. Parce que vous avez respecté les normes européennes, vous en vendez plus. Vous avez du solaire thermique. Oui. Vous êtes un gros fabricant de solaire thermique. Produit en France. En France, d'ailleurs, tu nous expliques, c'est à Folquemont, C'est à Folquemont. C'est ça, tout à fait. Folquemont, c'est le centre de compétences, effectivement, pour tout ce qui va être solaire thermique et fabrication de tout ce qui va être ballon. Donc ballon de stockage, ballon d'eau chaude et ballon thermodynamique. Voilà, parce que du coup, le siège, il est à Allendorf en Allemagne. Mais en France, on a une grosse usine à Folquemont, et qui sert pas juste, en gros, à faire valoir qu'on est une usine en France. C'est-à-dire que vous avez vraiment quelque chose où vous produisez des produits que vous exportez de partout, quoi. En fait, ça fonctionne par centre de compétences. Donc, chaque usine, globalement, a son centre de compétences. Et effectivement, il y a une usine à Folquemont, mais ce n'est pas qu'une usine de production. C'est également un centre R&D. Donc, il y a toute la partie R&D, toute la partie développement autour de certaines familles de produits qui sont en l'occurrence produits à Folquemont. Donc, toute la partie solaire, toute la partie ballon thermodynamique, toute cette partie R&D en amont, effectivement, est faite à l'usine de Folquemont. Il y a également une partie marketing, donc toute la partie marketing usine qui se trouve également à Folquemont. D'accord. Et la partie photovoltaïque et pompe à chaleur, c'est fabriqué où ? Alors, pour la partie pompe à chaleur, c'est produit à Allendorf. Donc là, toute la partie compétences ou centre de compétences, effectivement, c'est à Allendorf. Ça, c'est produit en Allemagne, directement, en interne. Oui, tout à fait. Non, ouais, je demande parce que les premières générations de packs que vous aviez, c'était un peu, comment on va dire, du sourcing, enfin du rebadger Wissmann, etc. Je mets volontairement les pieds dans le plat parce que moi, c'est des réflexions que j'avais avec mes clients et que j'avais souvent en disant, oui, mais de toute façon, vous fabriquez même pas vos packs. Alors qu'en fait, ça fait des années et des années déjà que vous êtes dedans, quoi. La PAC, vous vous êtes pas dit un jour en 2020, tiens, on va faire de la PAC, c'est à la mode, quoi. Oui. Alors, la PAC, effectivement, il faut déjà comprendre que ça fait plus de 40 ans qu'on fait de la PAC. Ouais, les premières pompes à chaleur sont sorties en 78. Voilà, donc déjà, ça c'est clair. 43 ans, 44 ans, effectivement, qu'il y a une production de pompes à chaleur, qu'il y a une production de pompes à chaleur internalisée chez Wissmann. Sauf qu'après, effectivement, au gré des fluctuations du marché, parce que le marché de la PAC, il y a eu un premier boom du marché de la PAC dans les années 1980. Ensuite, ça s'est un petit peu
peu, c'est retombé un petit peu en désuétude. Il y a eu de nouveau un marché dans les années 2005 à peu près. C'est retombé un petit peu, puis il y a actuellement le marché. Sauf qu'il y a eu un marché qui était globalement quasiment constant, qui était un marché de la géothermie. Donc il y a eu un marché qui était là. Donc effectivement, au fil des générations de produits, au fil des besoins, donc Viessmann a produit les marchés qui correspondaient aussi aux besoins principalement allemands. Donc quasiment tout ce qui était pompe à chaleur géothermique, ça a toujours été produit par Viessmann. Ouais, les grosses Vitocal 350, etc. Oui, les oui, grosses. oui, oui. Les géothermiques et puis les grosses aérothermiques également. Et puis après, quand il y a eu l'essor effectivement des pompes à chaleur aérothermiques dans les années 2005, etc. Là, effectivement, il y a eu une opération de sourcing, comme beaucoup, parce qu'effectivement, ça a été un marché qui a été très, très, très soudain. Donc bon, c'est difficile, effectivement, industriellement parlant, de répondre instantanément à un besoin. Sauf que depuis, ça a permis également de se structurer, d'apprendre, de monter en compétences. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut se prévaloir d'être un vrai fournisseur, un vrai fabricant de pompes à chaleur et pas uniquement un assembleur. C'est-à-dire que souvent, effectivement, on parle de fabricant de pompes à chaleur, mais on achète un groupe à quelque part, on fabrique l'unité intérieure, on vient faire le lien entre les deux, mais il n'y a pas la réelle compétence sur la partie frigo. Là, on a une compétence globale, on fabrique 100% effectivement de la pompe à chaleur, autant l'extérieur que l'intérieur. Donc, on gère la totalité du produit. Ok, ça c'est clair. Je veux juste expliquer un peu pour les bichons parce que moi je suis du métier, vous aussi, donc du coup il y a des termes qui nous paraissent très logiques comme géothermie, aérothermie. Pour expliquer un peu aux bichons, la géothermie, le but c'est de récupérer des calories dans le sol. Donc, soit par un système de nappe, soit par des boucles, peu importe. Et le système aérothermie, en gros, c'est un peu le même système que vous avez sur une climatisation. Le but, c'est de récupérer des calories dans l'air et de les envoyer dans votre réseau de chauffage. On remplace votre chaudière et on chauffe votre eau de chauffage. Exactement. Ou votre plancher chauffant. Je précise juste parce que voilà, la PAC, on emploie aussi souvent le PAC. PAC, c'est pompe à chaleur. Voilà, parce que j'ai souvent la question, c'est quoi ta PAC ? C'est une pompe à chaleur. Voilà, je voulais juste préciser ça. Donc, ça fait 40 ans que vous êtes là-dedans. Donc, voilà. Vous avez un produit, moi, qui est arrivé il y a quelques années, la Vitocal 200. À l'époque, qui avait un peu changé le game en termes de nuisance sonore, parce que le gros défaut de la pompe à chaleur, et on va remettre les pieds dans le plat, c'est ça fait du bruit. Ça passe de l'air, oui. Ça marche pas quand il fait froid. On consomme de l'électrique, etc. Les gens qui pensent ça, qu'est-ce que tu as à leur dire en face ? Comment t'expliques ? Voilà. Effectivement, une pompe à chaleur, ça brasse de l'air. Ça récupère de l'énergie sur de l'air extérieur. Donc, ça brasse de l'air. En brassant de l'air, ça fait forcément un petit peu de bruit. Donc, il y a un ventilateur. Donc, on vient effectivement brasser un certain volume d'air. On vient récupérer de l'énergie sur ce volume d'air. Et ensuite, il y a un compresseur qui va rendre effectivement cette énergie utilisable. Donc, il y a deux organes qui font potentiellement du bruit, ventilateur, compresseur. Voilà, c'est les deux organes de nuisance qu'on peut avoir sur une PAC. Exactement. En 2017, quand on a lancé effectivement les nouvelles générations de Vitocal 200, enfin nouvelle à l'époque, maintenant, ça a été en fait une sorte de rupture technologique sur le marché de la pompe à chaleur. Jusqu'à présent, pour être très très simple, une pompe à chaleur c'était quoi ? Essentiellement un assemblage d'un groupe de clim. Ouais, c'est ça. On prenait un groupe de clim parce que c'était produit avec des millions d'exemplaires à l'autre bout du monde. Donc c'était simple, c'était pas cher, mais c'était pas beau, c'était pas ce qu'on demandait un groupe de clim. Un groupe de clim, finalement, l'esthétique d'un groupe de clim, c'est pas réellement important. C'est surtout en Asie, on peut en avoir des façades complètes. Le niveau acoustique. Bon, c'est pas réellement une problématique non plus, c'est l'été, etc. C'est pas les mêmes besoins. Donc, et en 2017, quand Viessmann est arrivé en produisant son propre produit, effectivement, le besoin était différent. C'était de se dire, on veut quelque chose qui soit joli, qui s'intègre harmonieusement, effectivement, dans son environnement. On veut pas un bloc blanc autour de la maison, on veut vraiment quelque chose qui soit esthétique. On veut quelque chose qui soit silencieux. Donc là, c'était vraiment une vraie rupture. On était sur des... Alors, ça va pas forcément parler aux gens, mais on était sur des groupes qui faisaient à peu près entre 65 et 70 décibels. Là, on est arrivé sur des pompes à chaleur de 50 décibels. Donc, c'est difficile à se représenter, mais globalement, vous avez, parce que on parle de puissance acoustique, de choses comme ça. En fait, à 3 mètres avec les nouvelles générations de pompes à chaleur, c'était l'équivalent du niveau acoustique qu'on avait à 15 mètres sur des produits classiques. D'accord. Donc 3 mètres, 15 mètres, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que ça a été une révolution sur le marché de la pompe à chaleur. Donc en gros, vous avez plus le problème d'une pompe à chaleur qui fait du bruit. C'est-à-dire, après il y a une histoire de rendement, savoir si elle a le bon rendement, etc. Mais déjà, on a réglé le problème du bruit. Oui. Donc, à 3 mètres, on l'entend plus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et les nouvelles, on est quoi ?
encore mieux? Non, on en est resté au même niveau. Il arrive un moment, en fait, on se rend compte, finalement, à 3 mètres, on l'entend plus. Est-ce que ça vaudrait le coup qu'à 2 mètres, on l'entende plus? Voilà, il y a un moment, non, on est arrivé... Je ne vais pas dire qu'on est arrivé au maximum qu'on pouvait faire, mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter aussi. C'est-à-dire que le gain en termes d'acoustique, ça a un coût. C'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire travailler les flux d'air sur l'évaporateur pour effectivement que le flux d'air du ventilateur fasse le minimum de bruit. Et puis après, il y a aussi une autre nuisance qui est le compresseur. Le compresseur, il tourne. Plus on monte en puissance, plus on monte en régime le compresseur, comme un moteur de voiture, plus ça fait de bruit. Donc on vient isoler effectivement toute la partie intérieure de la pompe à chaleur. Donc on met effectivement 3 cm d'isolant phonique, quelque chose d'assez costaud. Voilà, c'est difficile d'aller beaucoup plus loin. Donc le but, c'était, dans le cahier des charges, c'est d'arriver au même niveau. Aujourd'hui, on a estimé que c'était vraiment l'optimum, c'était ce qui était demandé par les clients. Donc voilà. Voilà, donc si je prends la logique de développement que vous avez eue sur les nouvelles PAC, parce qu'on n'en parle pas encore, mais en gros, vous avez repris l'ancienne PAC qui fonctionnait bien, et vous avez posé ce qui allait pas dedans, et vous avez dit, elle est au R410. Donc du coup, on va déjà essayer d'améliorer ça, parce que le R410 est un gaz à effet de serre qui pollue plus que du R32 ou du R290 dont on parlera. Le bruit, on est kiff-kiff. Vous avez changé l'esthétique pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus joli, encore un peu plus fini, dans l'air etc. du temps. Ouais. Voilà, un peu plus moderne. Mais la partie rendement de la machine, parce que l'autre chose, c'est qu'on était sur une pompe à chaleur qui était de moyenne température, c'est-à-dire qui montait au maximum à 60 degrés officiellement, voilà. 60 jusqu'à moins 10, c'était ça. Moins 10 degrés extérieur, 60 degrés, avec un COP qui était à combien? On arrivait sur des COP de 5, à peu près 5 au maximum, à plus 7,35. Et à moins 10, on arrivait à quoi? À peu près. Moins 10, ça va dépendre du régime de fonctionnement. On était sur des COP de 2 à peu près. Voilà, on avait quand même un rendement de 2 à moins 10 degrés. Là, le but du jeu, c'était quoi? C'était d'avoir une PAC qui soit faite pour remplacer une chaudière fuel en très haute température à 80-70 degrés. C'était quoi le but du jeu? Alors, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut installer une pompe à chaleur, en fait, il y a toute une période d'analyse, en fait, d'analyser l'installation pour savoir comment, en fait, quelle pompe à chaleur sélectionner en termes de puissance, en termes de température, comment la mettre en œuvre, parce qu'en fait, on a une grosse problématique aujourd'hui, c'est les réseaux. On sait qu'une pompe à chaleur, elle va se mettre en place dans une situation qui va pas forcément être idéale pour elle. Une pompe à chaleur dans le marché du neuf ou sur une maison neuve, plancher chauffant, aucun souci. En rénovation, on sait que on est sur des émetteurs qui n'ont pas été taillés ou qui n'ont pas été dimensionnés ou imaginés pour fonctionner avec une pompe à chaleur. Donc on a des problèmes de température, on a des problèmes de débit d'eau, on va avoir potentiellement des problèmes de volume d'eau. Donc il y a tout un ensemble de critères effectivement qui vont un petit peu gêner le bon fonctionnement de la pompe à chaleur. Donc en fait, dans le cahier des charges de ce produit, c'était de se dire on prend le meilleur de ce qu'on avait aujourd'hui et puis on vient se dire comment faire en sorte que la pompe à chaleur puisse s'installer facilement et rapidement sur une installation. On est sur un marché qui est en croissance, il faut pouvoir installer plus rapidement des pompes à chaleur. Donc c'était aussi un petit peu le leitmotiv de ce produit-là, c'était simplifier, faciliter la mise en œuvre. Puis il y a du boulot là-dessus parce que je reprends la politique que vous aviez avant et qu'avaient d'autres constructeurs, où il fallait systématiquement qu'on installe des ballons pour découpler hydrauliquement, etc. On avait des installations, quand tu arrivais chez le client, des fois, tu lui enlevais une chaudière fuel qui prenait déjà de la place, et t'arrivais, tu faisais l'installation, et le gars il disait mais j'ai besoin de tout ça, moi je pensais que j'avais juste un frigo. Voilà, là vous avez... On a tout intégré dans le produit. Tout est intégré, on va tirer toute l'intelligence hydraulique, toutes les contraintes qu'on pouvait retrouver sur l'installation, on a essayé de les intégrer intégralement dans le module intérieur, ce qui fait que au niveau de l'installation, on a départ-retour un petit peu comme une chaudière. On simplifie la pose de la pompe à chaleur pour la rendre similaire à une chaudière. C'est vraiment l'approche. Ok, ça c'est la Vitocal, parce qu'il y en a deux nouvelles, si je dis pas de bêtises. Il y a la Vitocal 150 et la 250. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Elles sont très proches. Elles sont très proches, effectivement. On est sur des pompes à chaleur qui sont toutes les deux au propane, au R290, avec des températures de sortie qui seront similaires, donc de 70 degrés. Attends, là, je t'arrête tout de suite. Là, pour toi, propane, R290, c'est tranquille. Il faut expliquer aux gens. Ouais. Le R410, tu vas les connaître. En gros, on classifie les gaz en fonction d'un pouvoir de réchauffement climatique. En gros, si je dis pas de bêtises, le R32, il était combien de fois moins 3 fois moins que du R410. 3 fois moins
polluant, j'allais dire, que le R410 si jamais il venait à être recraché dans l'atmosphère. Et le R290, il est... Je pourrais même plus faire Je crois qu'il est 200 fois moins. Ouais, ou un non, truc c'est comme beaucoup plus parce qu'en fait, le R410, on est à l'équivalent, c'est 2 tonnes de CO2 par kilo. ça. Ouais. C'est 2000 kilos d'équivalent CO2. Et le R290, c'est 0,02 kilos de CO2, d'équivalent CO2 par kilo de R290 de propane. En l'occurrence. Voilà, parce que le R290, pour expliquer aux bichons, c'est du propane en fait. C'est du propane. Du propane pur. Pur, ouais. Voilà. Ok, donc en fait, on a réglé en gros le problème de réchauffement climatique dû aux fuites de gaz. Oui, là, il y en a plus. Parce qu'il n'y a pas plus de risque que quand tu allumes ta gazinière chez Non. toi, etc. Quoi. Non, alors effectivement, il y a des règles de sécurité à respecter. Effectivement, on ne peut pas positionner le produit n'importe où. Donc, il y a certains critères à prendre en compte, mais qui ne sont pas forcément problématiques. C'est-à-dire qu'il y a des distances de sécurité, au même titre que si on met certains équipements à la maison, voilà, il faut respecter des distances. Ou même quand on est au R32, il y a des volumes à respecter. Donc, c'est similaire. Donc, c'est pas forcément très contraignant. On est sur une pompe à chaleur monobloc, donc le propane n'est pas à l'intérieur de la maison. Ok. Tout le propane se trouve à l'extérieur et ne peut migrer à l'intérieur. Ok, oui, quand tu dis monobloc, c'est ça, c'est que toute la partie frigo, elle est à l'extérieur et à l'intérieur, on a juste en fait un module avec des circulateurs ou des choses comme ça, c'est tout. Avec Quoi. de l'hydraulique, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en termes de rendement de la machine, parce que le R290, on a compris que vous l'aviez utilisé dans une optique d'amélioration énergétique et d'amélioration de rejet de CO2, mais est-ce que en termes de rendement, concrètement, ça a changé quelque chose? On a une machine qui est toujours à 60 degrés. Non, ça permet, Explique-nous tout. ça permet justement, quand on est parti sur ce nouveau développement, on avait le choix de différents types de gaz. Et de toute façon, on savait que ça allait s'orienter sur des pompes à chaleur monobloc. Parce que de par tous les nouveaux gaz, ils ont des contraintes. On était coincé un petit peu techniquement sur le volume de gaz qu'on pouvait mettre à l'intérieur du logement. Donc il fallait forcément tout mettre à l'extérieur. Donc tant qu'à choisir un gaz, autant prendre tout de suite un gaz ou un fluide frigorigène qui avait certaines qualités, ce qui était le cas du propane, qui était donc quasiment aucun rejet polluant, qui permettait de monter très haut en température. C'est une des facilités du propane, c'est-à-dire qu'à la différence du R32 où aller au-delà de 60 degrés c'est compliqué, le R290 permet d'atteindre 70 degrés. Donc D'accord. c'est un fluide qui permettait d'aller beaucoup plus haut en température. Ok, donc là, ça veut dire qu'on avait nos contraintes de 60 degrés à moins 10. Là, on est à 70 degrés à moins 10. On est à 70 degrés à moins 10, et 65 à moins 15, et 60 à moins 20. Ça veut dire qu'à moins 20 degrés, on a repris le maximum qu'on avait sur les anciennes générations à moins 10 degrés. Quoi. Exactement. Ouais, donc du coup, il y a plus de situation, en fait, en gros, où on peut pas l'installer d'un point de vue fonctionnalité, parce qu'à 70 degrés, tu peux faire fonctionner n'importe quel émetteur, même un grille-pain à 70 degrés, il fonctionnera très bien. Oui, Quoi. oui, c'est ça. Il y a plus de... En fait, le but, c'était de s'affranchir de toutes les contraintes. En fait, toutes les contraintes, on les enlevait les unes après les autres. Donc, L'hydraulique, voilà. la puissance des émetteurs. Oui. La température, tout ça, ce sont des éléments qui ne sont, entre parenthèses, alors il faut en tenir compte, mais qui sont finalement dans l'étude et dans le dimensionnement du produit qui sont plus à prendre en compte. Oui. Ok, d'accord. Et j'ai rebasculé, mais tu m'as dit il y a 2 gammes. Donc il y a la 150 et la 250. La 150, alors d'habitude chez Viessmann, on dit souvent la gamme 100 est un peu moins haut de gamme que la gamme 200. C'est toujours la même logique? C'est exactement cette logique. C'est-à-dire qu'on est sur une gamme... Alors, les composants sont très proches, mais par contre, on est sur une gamme 150 qui est un intermédiaire. Par exemple, on parlait de l'acoustique tout à l'heure, qui est un intermédiaire en termes d'acoustique entre ce que la 250 va pouvoir proposer et une gamme 100, ce qu'elle va pouvoir proposer. Donc, on est sur un entre-deux en termes d'acoustique, sur un entre-deux en termes de performance. On n'a pas la plus haute performance telle qu'on peut l'attendre sur une gamme 250. C'est ça, au niveau du COP. Ouais. On est sur un entre-deux qui permet finalement d'avoir un très bon compromis. On est sur un design également, on est sur le design de l'ancienne gamme 200. D'accord, Donc, vous êtes resté sur le même design gris, gris et noir. Elle n'est pas full black comme Non, la nouvelle. Quoi. Pas comme la nouvelle, exactement. Par contre, même performance 70 degrés aussi. Même température de sortie, la performance en termes de COP un tout petit peu inférieure. Au lieu d'aller à moins 10, on sera à moins 5. Non, ça ne changera pas au niveau de ça, c'est surtout au niveau du COP, par exemple à plus 7, si je prends le COP à plus 7, alors le COP de référence plus 7,35, je peux atteindre 5,3 sur une gamme 250, je vais atteindre 5, alors c'est toujours très bon, 5 sur une gamme 150. Hein. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les produits sont certifiés, donc
7,35, c'est plus pour le côté comparatif, effectivement, parce que c'est devenu une norme de référence. Voilà. Okay. Mais on parle de plus en plus aujourd'hui de performance saisonnière. Donc là, on parle de COP saisonnier, de SCOP. Ouais, le scope. Ouais. Voilà, le scope, l'état S. L'état S qui définit si vous rentrez dans les critères ou non pour les aides financières, par exemple. Donc, pour faire simple, par exemple, une gamme 250, on arrive sur des COP saisonniers en basse température, 35 degrés. Donc, pour du plancher chauffant, des COP saisonniers de 5. Mais en gros, le but, c'est que si on fait le bilan de la consommation d'un bichon sur un an, pour une loi d'eau à 35, une sortie à 35 degrés, c'est-à-dire un plancher chauffant, il consommera 5 fois moins que s'il mettait un radiateur électrique, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que s'il met un radiateur électrique, pour 1 kW consommé, 1 kW produit, là, pour 1 kW consommé, il en produira 5. On est d'accord? J'ai pas dit de bêtises? C'est exactement ça. Bon, c'est bon, je vais pas me faire taper par mes clients, c'est bon. Non, mais voilà, ça c'est important. On a dit qu'il y avait 2 gammes, la gamme 150, la gamme 250. Si j'ai bien compris ce que tu m'expliquais, la gamme 150 est un peu plus simple aussi pour la partie hydraulique. Ça veut dire qu'elle va peut-être pas être capable de gérer en interne, avec tout le système que vous avez dedans, plusieurs circuits. La gamme 150 est orientée un seul circuit. Donc un circuit avec ou sans production d'eau chaude intégrée, mais c'est un circuit direct, plancher, radiateur, peu importe les émetteurs. Si on a besoin de faire plus de circuits, il y a toujours la possibilité, on fait de manière traditionnelle, on découple et on repart avec. Donc ça va être votre cœur de marché, quoi. Voilà, ça va être le cœur de cible. Ça va être le bébé qu'on va voir partout normalement. C'est effectivement, ça va être le plus gros du volume. Après, il y a la gamme 250 qui est effectivement là le fer de lance, qui est en fait le top en termes de perf, le top en termes d'esthétique, de compacité. Et là, on s'ouvre effectivement à un peu plus de solutions techniques. C'est-à-dire qu'on a bien évidemment un circuit avec ou sans production d'eau chaude, mais on va pouvoir également avoir 2 circuits avec ou sans production d'eau chaude. Dans la PAC, voilà. Plus besoin de découpler hydrauliquement, de rajouter tout le micmac dehors. Rien du tout. Non, 2 circuits, on vient départ-retour, premier circuit, deuxième circuit, terminé. Donc tout est intégré dedans. Et ensuite, il y a un peu plus d'équipement, effectivement, un vase d'expansion un peu plus gros parce qu'on peut aller sur des sur plusieurs volumes. Ouais. Voilà. Donc, et il va y avoir également une version hybride qui viendra par la suite. Donc hybride, mais hybride ready, pas dans le sens où la chaudière sera intégrée dedans. C'est-à-dire, ça sera une pompe à chaleur prête à recevoir une chaudière déjà existante, par exemple, on viendra la raccorder. Donc il y a toute une gamme, en fait. La gamme 250, effectivement, est plus large et s'ouvre à plus de solutions techniques. Voilà, mais par contre, le truc qui est quand même très intéressant dans cette gamme-là, c'est que on peut, chez un client, alimenter 2 planchers chauffants et... Tu as dit 2 circuits, c'est ça? 2 mélangés et un direct, non? Alors, en intégré? Ouais. Alors, non intégré, c'est maximum 2 circuits. Ça veut dire qu'on peut faire soit 2 étages de plancher chauffant avec 2 températures différentes, soit un plancher et un radiateur directement dans la PAC, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de rajouter vraiment tout ce qu'on rajoutait à côté, quoi. On ne rajoute plus rien. Et c'est à la commande. Ah oui, à la commande, on choisit. Ah oui, on ne monte pas le kit. Ouais, voilà, c'est pas un truc qu'on va encore passer 2 heures à... Non, c'est livré, monté, effectivement. On passe commande du modèle 1 circuit, du modèle 2 circuit, comme on passe commande aujourd'hui d'une mono ou d'une tri. C'est exactement pareil. Il n'y a rien à rajouter. Et je peux aussi, sur une gamme 200... découpler classiquement comme avant parce que j'ai besoin d'avoir une plus haute température, etc. ou pas du tout? Oui, on peut. Dans ces cas-là, on prend le modèle 1 circuit. Et on peut très facilement, avec un circuit, on découple. On peut aller pareil, faire jusqu'à 4 circuits. Donc 1 circuit direct, 3 circuits van, sans aucun souci. Ok. Et ces différentes pompes à chaleur que vous aviez sur la gamme, c'est-à-dire on avait avant la gamme 200 qui était compatible Smart Grid, ce qu'on appelait, toutes les nouvelles, elles le sont aussi avec la plateforme E3. Oui. Alors aujourd'hui, toutes les nouvelles régulations sont effectivement Smart Grid Ready d'une certaine façon, justement pour pouvoir s'associer avec d'autres sources d'énergie, s'associer en l'occurrence avec du photovoltaïque. Donc ça, c'est effectivement un des leviers et très important sur la PAC. Voilà, parce que le truc, c'est que... Alors, on a réglé le problème du rendement. On a une pompe à chaleur qui a un super rendement. On va arrondir qu'il y a un rendement de 5. Donc, 1 kW, elle en produit 5. Par contre, elle consomme quand même 1 kW d'électricité pour en produire 5. Donc si on a besoin de 12 ou 13, elle va en consommer 3 ou 4, quoi. Mais on a des solutions, enfin vous avez des solutions chez Viessmann qui existent pour pouvoir justement faire de la production électrique et pendant qu'on a du solaire, plutôt que de consommer de l'électricité,
on va la produire. Comment ça fonctionne ça ? Exactement. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de faire de l'autoconso. Et du coup, quelqu'un qui a une installation photovoltaïque, c'est d'optimiser au maximum ce taux d'autoconsommation-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec les solutions Smart Grid. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, bah oui, on a des panneaux solaires sur le toit, ils produisent, mais je ne suis pas à la maison. Donc, je consomme au final pas grand-chose. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la pompe à chaleur pour faire du stockage énergétique finalement, mais sous forme de chaleur. Ok, tu transformes le photovoltaïque en énergie thermique. Je transforme mon électricité en énergie thermique, c'est-à-dire que sur la pompe à chaleur, je vais avoir la possibilité d'avoir 2 consignes différentes en fonction de si j'utilise le réseau ou si j'utilise la partie photovoltaïque, donc autoconso. Donc un exemple simple, aujourd'hui j'ai mon ECS qui est réglé à 55 de manière normale. Eau chaude sanitaire. Voilà, eau chaude sanitaire, pardon. c'est vrai. Et donc du coup, je peux régler une deuxième consigne lorsque j'utilise uniquement du photovoltaïque pour par exemple monter cette consigne à 60 ou 62 degrés. D'accord, oui, parce que dans la régule, c'est vrai qu'on avait un consigne 1, consigne Exactement, 2, ouais. par exemple. On peut du coup dire, je suis en production électrique, je suis pas chez moi. D'habitude, je refais de l'eau chaude que de 18h à 22h. C'est ça. Là, il est 14h, il y a plein cagnard, voilà. Je monte ma consigne à 60, ça, on peut lui dire. C'est ça, exactement. Et on peut faire la même chose avec aussi bien le chauffage que si on a par exemple un plancher rafraîchissant. Pareil, on peut lui dire, voilà, tu vas rafraîchir mon plancher en été lorsque je suis pas à la maison pour justement contenir, on va dire, la température de la maison, mais de manière gratuite, du coup. Faut encore que j'ai pas demandé, mais les packs sont bien compatibles rafraîchissement. Hein. Ah oui, bien évidemment. Non, Oui, non, aujourd'hui, c'est la question la question se pose plus. On a simplifié les gammes. Parce qu'il y a un moment où il fallait avoir des options, machin. Oui, non, mais tout est compatible. C'est ça. Tout à fait. C'est comme les clims. Il n'y a plus de clims qui font que clim, elles font réversible. C'est ça. Ok, donc ça veut dire. Si je dis une bêtise, tu n'hésites pas. Vas-y. Ça veut dire qu'en gros, un gars qui a un plancher chauffant chez lui et qui a une production photovoltaïque, l'été, il rafraîchit sa baraque gratuitement. C'est ça. Parce que la consommation en rafraîchissement, elle n'est pas excessive si on baisse pas trop bas en température. C'est le but, de toute façon, du plancher. Voilà. Mais du coup, on peut utiliser la production solaire pour faire de la clim. C'est ça. Du rafraîchissement, ouais. Je m'embrouille un peu, mais t'as compris le principe. Moi, j'ai compris le principe. Non, mais voilà. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que non seulement on va faire en hiver, en plein soleil, on aura une production de chauffage pas gratuite, mais où on va automatiquement faire baisser notre consommation. Oui. Voilà. Et en été, on va pouvoir faire du rafraîchissement, apporter un confort thermique. Ou si on veut pas de confort thermique, faire tourner les pompes de la piscine, faire tourner le frigo, tout ce qu'on appelait à l'époque l'énergie morte, le talon là, ou je sais plus comment ça s'appelait, mais on peut utiliser en fait cette partie-là pour tout ce qui dort en gros en consommant, tous les appareils qui sont en veille. C'est ça, ouais, tout à fait. Okay. C'est vraiment l'idée. Et on a des limites d'autoconso Je peux mettre 20 kW en autoconso, je fais ce que je veux Non, on fait pas ce qu'on veut. Déjà, effectivement, le plus important, c'est de se rapprocher de l'installateur et de voir effectivement avec lui les besoins réels de la maison. L'idée, c'est vraiment de voir ce qu'on appelle une courbe de charge, c'est-à-dire la consommation durant la journée au niveau de l'habitat. Et en fonction de ça, on va dimensionner son installation photovoltaïque. Ok, donc le but, c'est de voir, par exemple, quand je suis pas là, je consomme tant. Quand je suis là, je consomme tant. Donc, si vous avez 1 kW quand vous n'êtes pas là et que vous en avez 3 quand vous êtes là, le but, c'est que quand vous êtes là, de faire tourner des appareils c'est ça, exactement. en plus, quoi. D'identifier les pics de consommation et justement de les recentrer vers la partie production durant la journée. Comment c'est géré, quoi? Parce que là, c'est super abstrait, c'est-à-dire que j'ai compris que les pompes à chaleur étaient smart grid, ça fait plusieurs années qu'on nous parle de ça, etc. Donc en gros, ça veut dire qu'elles sont capables de savoir s'il y a une production photovoltaïque, c'est ça C'est ça, tout à fait. Ouais. Voilà, elles s'auto-adaptent en fonction de la quantité d'énergie qui est produite, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui, ça s'était, si tu veux, un petit peu masqué, enfin ça se faisait en arrière-plan. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de montrer aussi, c'est vraiment de sensibiliser le client final à cette autoconsommation, à cette autoproduction. Et du coup, on intègre directement dans nos nouvelles pompes à chaleur et dans les futurs produits une gestion de l'énergie, donc le Viessmann Energy Management, qui va permettre au client final de voir justement sa production électrique, son taux d'autoconsommation,
la consommation en général de son habitat et de voir les économies qu'il réalise. Ok, c'est-à-dire que le gars, dans sa pompe à chaleur, il a un logiciel, puisqu'elle est C'est connectée ça, maintenant tout à fait. avec le système VitoGuide. Là. Ça veut dire qu'on va pouvoir, sur son smartphone ou sur son ordi, regarder et dire, ben, tiens, là, je suis en train de produire 3,5 kW. Je vais faire tourner, par exemple, les pompes de ma piscine. C'est ça. Alors, on a possibilité d'automatiser cette partie-là. Ouais. Donc, on va lui fixer des priorités ou effectivement d'interagir en direct. D'accord, quand tu dis lui fixer et lui... En gros, on va créer des scénarios en disant si je produis tant de kilowatts et que j'ai besoin de tant d'énergie, je fais tourner ma pompe à chaleur, etc. Voilà, on va vraiment pouvoir on va lui dire, bah voilà, les journées d'été, il faut prioriser par exemple le rafraîchissement de la maison. Si vraiment tu as encore trop de surplus, à la limite, pourquoi pas charger un véhicule électrique qui est sur sa borne de recharge. On peut, voilà, on peut dire, c'est je vais ça. charger plus. Par exemple, là, je suis à la maison, j'ai pas besoin de charger ma voiture, donc j'envoie dans le rafraîchissement. Exactement. Je sais que dans 4 heures, je pars. Vas-y, charge-moi la... Exactement, lui dire qu'on a besoin du véhicule électrique dans 4 heures pour faire tant et tant de kilomètres. Et donc, on va à l'aide, basée sur des prévisions météo, par exemple, voir le potentiel solaire et estimer la production et du coup charger en fonction le véhicule. Ouais. Là, c'est je produis, je consomme. Si j'ai une pompe à chaleur, une 250, j'optimise en augmentant mes températures de consigne, en chauffant peut-être la maison un peu plus chaud, de telle façon à ce que la nuit, j'ai pas besoin de déclencher sur du pur électrique. Quand je dis pur électrique, c'est que la pompe à chaleur se déclenche pour compenser, etc. Ouais. Là, on augmente un peu pour pas que ça baisse. Mais je vais remettre les pieds dans le plat. C'est super le photovoltaïque, c'est super de pouvoir optimiser mon fonctionnement. Mais là où moi j'ai besoin de chauffage et là où j'ai besoin d'énergie, il n'y a pas de solaire en général. C'est la nuit, c'est quand il fait froid. Exactement. Donc, ça dépend des habitudes de conso, mais c'est souvent, super. Hein. Ouais. On a optimisé déjà sur le chauffage. Donc, là, je suis d'accord. On a optimisé sur toute la journée, c'est déjà bien. C'est et sur bien. le chauffage. Donc maintenant, ça, à 18h, j'ai plus de soleil. En hiver, je fais quoi? Donc là, effectivement, c'est pour ça qu'on va lancer un nouveau produit qui s'appelle le VitoCharge, donc qui est finalement un système de stockage, mais cette fois-ci électrique, donc des batteries. Et qui auront elles-mêmes le même logiciel de gestion? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est vraiment d'embarquer ce logiciel dans la, on les voit, regarde. Dans la plateforme, super. Dans la plateforme 3. D'accord. Et cette plateforme 3 est embarquée aujourd'hui sur le VitoCharge, sur la Vitocal, la nouvelle Vitocal. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de proposer ça aux clients directement sans qu'il ait forcément l'obligation de racheter une petite box ou des choses comme ça. C'est directement intégré dans le produit. Ok, ça veut dire que on peut très bien par exemple vendre une pompe à chaleur chez un client. J'installe ma pompe à chaleur qui est compatible, etc. Oui. Dans les années futures, le client se dit je me suis rendu compte que en fait en plein hiver je consommais que 2 kW en production, etc. Dire j'ai envie de mettre de l'autoconsommation et de dire je lui vends un panneau Vitovolt 300 là, et je lui dis on va mettre un panneau pour ta production quand il y a du soleil. Et si je veux, dans les années qui arrivent, si vraiment il se rend compte qu'au final il a trop de production et qu'il renvoie de l'électricité gratuitement ou en payant mais pour rien parce qu'il pourrait l'utiliser, lui dire écoute, on achète une VitoCharge et tu vas venir stocker ton électricité. Ouais, c'est ça. On peut même aller plus loin dans le raisonnement, c'est-à-dire directement lui proposer un VitoCharge mais sans la partie batterie. Donc le VitoCharge a la possibilité uniquement effectivement d'être proposé onduleur seul avec la régulation. C'est le petit qu'on avait tout à l'heure. C'est le tout petit, c'est ça. Voilà, exactement. c'est celui-là, regarde, on le voit. Donc là, tu as une partie où tu n'as que l'onduleur et en dessous, tu as les batteries, c'est ça? C'est ça, exactement. Tu as les batteries que tu peux mettre par la suite également. Hein. Donc c'est des modules de 4 kWh. Et donc du coup, en fonction de tes besoins, de tes consos, tu peux y aller, tu peux les rajouter. 4 kg à chaque fois? Ouais. Donc 4, 8, 12. C'est ça. On peut aller jusqu'à 12 kg de stockage? 12 kWh de stockage, ouais. Ok. Et donc là, ta nuit, tu la passes sans problème. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit modulaire. Et ça va sortir? C'est théorique? Ça va sortir, ça arrive sûr. Vraiment? Ou on nous vend du rêve? Non. Manu parlait juste avant, au début de l'émission, de l'usine de Folquemont. Il faut savoir que ce VitoCharge est produit en France. Donc il est fabriqué également à Folquemont. Il est entièrement fabriqué. Les modules batteries sont fabriqués à Folquemont.
batterie, régule onduleur, tout ça, c'est en France. Ça se passe. Ok. Qui dit batterie dit. Je vais pas me faire des copains. Tu sais, j'ai une voiture électrique, mais je vais pas me faire des copains. Ça veut dire ça tient pas dans le temps. Il faut changer les batteries tout le temps. C'est du lithium-ion. On produit des gaz. Enfin, tu sais, on récupère des métaux. Voilà, j'ai mis. Je te laisse te débrouiller avec ça. Je t'ai tout dit. C'est à toi de prendre le relais. Non, mais voilà, je veux dire, c'est quoi Tu m'as dit tout à l'heure que c'était. C'est du lithium fer phosphate, ouais. Ok, donc des batteries LFP, C'est comme ça. sur les nouvelles Sur Tesla, les nouvelles etc., voitures, les ouais, nouvelles c'est voitures ça, électriques. ouais. C'est des batteries qui ont la particularité de pouvoir se charger complètement et se décharger sans C'est perdre ça, de... et qui sont relativement robustes et surtout très sûrs. Ouais. Ouais, c'est des batteries qui sont garanties déjà combien de temps? Alors 10 ans de mémoire. Alors après c'est à voir effectivement. Hein, l'offre est en cours Ouais, bien sûr. de construction, mais voilà, normalement c'est prévu au moins pour 10 ans. D'accord, ok. On est tranquille un petit moment. Les On est onduleurs, c'est tranquille. toujours 25 ans? Les onduleurs c'est 10 ans pour l'instant, ouais. D'accord, ok. Ça roule. Et si on met ce système-là, plus de micro-onduleurs sur les panneaux? Non, c'est une autre techno. Donc on revient à l'onduleur, ce qu'on appelle l'onduleur string, c'est-à-dire qu'en fait, les panneaux sont mis en série entre eux et on revient directement sur le VitoCharge. VitoCharge qui est un onduleur hybride, donc qui fait à la fois la production et à la fois le stockage. On n'a pas besoin de deux onduleurs séparés. Tout est compatible, c'est-à-dire que je peux venir puiser de l'électricité pour n'importe quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est un peu... Ah oui, Parce que tout c'est à fait, compatible ouais. avec la PAC, c'est compatible avec ça. Ah non. L'électricité est très feignante, donc elle va toujours au plus court. Donc effectivement, on a le droit, on va autoconsommer dans la maison. On n'a pas besoin d'avoir que des produits Viessmann, effectivement. Et ça, c'est autorisé, parce qu'à l'époque, Bien on sûr. disait toujours, tu sais, que l'autoconso, Ouais. c'était interdit, qu'on n'avait pas le droit. C'est quoi? C'est qu'ils ont changé les règles ou c'est juste qu'on nous disait des bêtises depuis 15 ans? Non, aujourd'hui, on a le droit d'autoconsommer sa propre électricité. Après, effectivement, il y a plus des règles par rapport à la réinjection sur le réseau, où on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut, mais l'autoconsommation est autorisée, ouais, tout à fait. Quand tu dis qu'on peut pas faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que, mettons que j'ai mis 10 kW de production sur mon toit. Si j'utilise 10 kW chez moi ou si je les charge, pas de problème. J'ai chargé ma VitoCharge, elle est pleine. Je continue à produire 10 kW parce qu'il y a toujours du soleil. Qu'est-ce que je fais de ces 10 kW, c'est ça? On Ouais, doit c'est les ça. réinjecter sur le réseau, mais Bah, on n'a pas le droit. À partir du moment où effectivement tu n'as plus rien à autoconsommer, il faut que tu les réinjectes sur le réseau. Et donc quand tu vas les réinjecter sur le réseau, il faut que tu aies un contrat avec EDF, obligation d'achat, ou avec ta régie locale, pour qu'ils puissent te racheter l'électricité que tu produis et que tu réinjectes sur le réseau. Voilà, là on refonctionne comme on faisait avant, c'est C'est juste ça. que c'est plus Sauf trop qu'on n'a pas rentable. deux compteurs. On a un seul compteur. Aujourd'hui, Linky est capable à la fois de mesurer ce que tu vas prendre du réseau, mais aussi ce que tu vas réinjecter sur le réseau. Donc on n'est pas sur un compteur exprès pour la consommation et un pour la production. On est vraiment sur l'autoconsommation dans un premier temps. Ok, donc du coup c'est vraiment, ça fonctionne enfin il y a une synergie entre ta production, ta consommation et les différents appareils qu'on vient connecter C'est ça. dessus. Exactement. Ils n'ont pas besoin d'être tous compatibles, smart grid, etc. Non, du tout. Et je me pose encore des questions. Comment est-ce que tu vas pouvoir dire dans ton logiciel, par exemple, j'en sais rien moi, mais pour chauffer ton chauffe-eau électrique, Ouais. viens prendre dans la VitoCharge. Après, tu auras des possibilités effectivement de relais. De relais qui vont permettre effectivement un pilotage des différents appareils. Ah, en gros, on va couper la partie qui arrive de Voilà, DF c'est ça. pour aller prendre dans la, Ouais, dans tout la à pile. fait. Tout à fait. Après, l'autre point qui est intéressant, c'est que tu peux commencer à faire aussi avec un VitoCharge de l'îlotage. Donc du coup, effectivement, lorsque tu as une perte réseau, quand tu as de la production photovoltaïque, si tu as une perte de réseau, tu n'as plus de production photovoltaïque. C'est la réglementation. Ça ne produit plus. Ton onduleur ne produit plus. Si tu as un VitoCharge, en fait, le VitoCharge aura la possibilité de, si tu veux, mettre ta maison en totale autonomie et donc, du coup, de subvenir à tes besoins malgré la perte réseau. Ok, ça on commence à en voir, nous, par Ouais. exemple, sur les chantiers avec des systèmes de piles Oui. où on se balade et où on peut s'en servir comme batterie pour faire fonctionner plutôt que d'avoir un groupe électrogène ça. qui fonctionne, etc. Ça, on pourra s'en servir à la maison. J'ai Ouais. une coupure du réseau, fini la bougie,
j'allume VitoCharge et Bah, j'allume... il va analyser le réseau tout simplement. Il va voir qu'il y a une perte de réseau. Il va isoler la maison, enfin en tout cas les appareils qu'on aura définis, et il va effectivement les alimenter. Donc on aura la possibilité de dire, voilà, le VitoCharge devra alimenter en cas de perte de réseau la pompe à chaleur ou bien le chauffe-eau électrique, certains luminaires ou... Les packs, c'est des appareils qui sont très fiables. Je sais pas celle-là, ce que vous proposez comme garantie, mais on est toujours sur du 7 ans. Toujours sur du 7 ans, effectivement. Voilà, Il y a toute pièce sur l'électronique, Oui, c'est ça, sur les compresseurs, surtout quoi. Oui, surtout. Voilà, donc... Non, aujourd'hui, c'est devenu... les pompes à chaleur sont devenus des produits vraiment très fiables, effectivement. Au même titre que des chaudières. C'est vrai qu'on ne se pose plus de questions de fiabilité sur des chaudières. Les pompes à chaleur, aujourd'hui, c'est sur la même tendance, finalement. On est sur des produits qui sont... depuis, effectivement, les technologies invertères, on est sur des produits qui modulent, qui s'adaptent, qui réduisent leurs contraintes. Donc, plus de soucis de ce côté-là. Et du coup, je repars sur ça. Justement, là, tu viens de parler d'inverter, qui est, grosso modo, la capacité de modulation d'un compresseur, si je dis pas de bêtises. Exactement. Mais les anciennes pompes à chaleur, elles avaient une capacité de modulation qui était déjà bien. Mais là, je suppose, vu les plages de température que tu as aussi une capacité de modulation qui est largement plus importante. On l'a fortement augmenté. Effectivement, on était sur des modulations, ça dépendait les gammes et les modèles, mais plutôt entre 30 voire 40% à 100% de modulation. Donc pour faire simple, 10 kg, ça voulait dire que la modulation basse était autour de 4 kg. Okay. Aujourd'hui, on est sur des modulations basses qui sont autour de 2 kg. Donc, on va avoir une pompe à chaleur qui va se déclencher et tourner. On va encore avoir des dizaines de coups de fil en nous disant qu'elle tourne trop longtemps. Je le vois venir. Une fois qu'elle a démarré, elle ne s'arrête plus. La pompe à chaleur, elle tourne 20 heures sur 24. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que le but du jeu d'une pompe à chaleur, c'est ça. C'est que le dimensionnement soit bien fait, mais qu'elle tourne tout le temps. Idéalement, c'est ça. C'est qu'elle ne s'arrête potentiellement jamais. Donc, on est sur un produit, effectivement. Mais une fois qu'il a démarré, il ne s'arrête pas. C'est compliqué ça à expliquer aux gens. Pour vous, c'est très logique, mais c'est la partie difficile avec une pompe à chaleur, je trouve. Mais sur celle-là, elle ne va même réellement quasiment jamais s'arrêter parce que même souvent, une pompe à chaleur, elle bascule du mode chauffage au mode sanitaire, etc. Là, de par l'hydraulique à l'intérieur, elle bascule de l'un à l'autre sans même s'arrêter. Parce qu'on n'a jamais de rupture hydraulique quand on vient basculer d'un mode à l'autre. Donc une fois qu'elle a démarré, on va dire l'hiver, elle démarre, elle passe en chauffage, elle a besoin de faire du sanitaire, elle va passer en sanitaire, elle a besoin de dégivrer, elle va dégivrer, elle va repasser en mode chauffage, mais ça ne se fera sans s'arrêter d'une certaine façon. Tu as parlé de dégivrage, la hantise de tous les bichons avec les pompes à chaleur, le dégivrage de la PAC. Parce que moi j'explique souvent l'histoire du point de bivalence qui est mobile. Mais le dégivrage d'une pompe à chaleur en hiver, est-ce qu'il est vrai que je vais surconsommer comme un dingue parce que ma pompe à chaleur va devoir dégivrer? Essaye de casser un peu les trucs parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça, quoi. Déjà, il faut savoir que le dégivrage, il est pris en compte dans tout ce qui va être certification. Donc si vous voulez savoir la performance du produit, en l'occurrence quand elle dégivre, il suffit d'aller regarder la performance saisonnière du produit. Donc nous, elles sont affichées, on est certifié HP Keymark, donc vous allez sur le site d'HP Keymark, vous regardez le produit et vous avez par exemple le COP A+2. C'est le COP le pire, on va dire, c'est là où il y a le plus de contraintes de dégivrage, parce que c'est là où il y a le plus d'humidité. C'est vrai que quand on doit gratter la voiture, ce matin c'était bien gelé, il faisait effectivement -4,5, mais ça grattait facilement. Finalement, il y a très peu d'humidité dans l'air. Ça, c'est parce que tu étais en Sibérie, là. T'étais près de Saint-Étienne. Mais quand aux alentours de 0 degré, il y a beaucoup d'humidité, effectivement, et c'est là où ça givre le plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que la pompe à chaleur, en fait, on vient récupérer de l'énergie dans l'air. Ouais. Donc s'il fait, imaginons, 5 degrés dehors, donc ça ne gèle pas dehors. Et bien sur l'évaporateur de la pompe à chaleur, globalement, il va faire 0 degré sur les vapes, un petit peu moins. Donc en fait, ça va glacer sur l'évaporateur. Donc c'est ces zones, c'est cette période-là, effectivement, entre 0 et 5 degrés extérieurs, c'est souvent ces périodes qui sont les plus délicates pour le dégivrage. Par contre, effectivement, la pompe à chaleur, pour dégivrer, va inverser son cycle. Donc on va finalement, l'évaporateur qui était une source de captation d'énergie, ça va être un émetteur. Finalement, ça va se transformer en radiateur. Et on va récupérer des calories de l'installation pour venir réchauffer le groupe dehors. Alors, oui, ça c'est la normalité, mais pas sur ce nouveau produit. Ah oui, voilà, sur ce nouveau produit, on ne prendra pas d'énergie dans l'habitation. C'est ça qui me faisait peur, parce que comme tu me disais qu'il n'y avait plus de ballon tampon et qu'il y avait un tout petit volume de ballon tampon qui faisait 13 litres ou 16 litres exactement. 16 litres. On a un petit voilà, c'est-à-dire qu'on n'a plus un ballon de 50 litres ou de 100 litres. Et du coup, la peur, c'était de me dire, est-ce que le radiateur de ma maison, il va devenir froid pour aller réchauffer ma pompe à chaleur, tu vois? C'est ce qui arrive souvent. En l'occurrence, là, non. En fait, on a effectivement, dans le système
hydraulique de la pompe à chaleur, on a ce qu'on appelle un bypass dynamique, donc qui permet de bypasser le circuit hydraulique de l'habitation. Et on a en série de ça un petit tampon, le petit tampon de 16 litres, qui a été calculé pour, en fait, le volume, il a été calculé par rapport à la quantité d'énergie nécessaire pour le dégivrage. Donc en fait, vu qu'on produit l'unité extérieure et l'unité intérieure, quand l'unité extérieure, elle commence à se couvrir, l'évaporateur commence à se couvrir de givre, elle commence à alerter l'unité intérieure en disant « je vais devoir dégivrer dans 5 minutes ». On lance la pompe à chaleur, on monte la température de la pompe à chaleur pour la faire monter en température. On vient travailler uniquement sur le bypass, donc elle tourne sur elle-même, c'est-à-dire on n'envoie plus rien sur le réseau. On le refroidit pas. Non, on vient dissocier d'une certaine façon hydrauliquement le logement de la partie pompe à chaleur unité intérieure. On monte ce petit tampon de 16 litres en température jusqu'à le moment où on aura calculé qu'il y avait suffisamment d'énergie, parce que la quantité d'énergie, c'est un volume et une température finalement, delta T. Donc une fois qu'il y a ce volume d'énergie disponible, on inverse le cycle de la pompe à chaleur et on utilisera uniquement l'énergie de ce petit ballon de 16 litres pour dégivrer. Donc on est sûr de dégivrer en toutes circonstances. On aura le volume, la température, le débit. Les conditions optimales seront réunies pour assurer un dégivrage rapide et performant avant de repartir dans un cycle de chauffe traditionnel dans le logement. Et ça, c'est nouveau sur le marché. Chez Viessmann, ça existe déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Non, aujourd'hui, les technos principales qui existent, c'est soit on va chercher de manière très simple dans le logement. Inversion de cycle. Voilà, on a inversion de cycle, on va chercher ce qu'il y a dans le logement. Alors aujourd'hui, c'est assez compliqué dans le sens où, alors on dit toujours il y a un volume suffisant dans le logement. Dans l'absolu, oui, sauf qu'on n'est jamais garant de ce qui se passe au niveau des radiateurs. C'est pour ça qu'on met des ballons tampons. Plancher chauffant, on a beaucoup maintenant de têtes de vannes électrothermiques pour fermer, isoler certains circuits. Donc on ne maîtrise pas totalement ça. Donc effectivement, on met des ballons tampons. Ou alors on dit c'est pas grave, on va aller chercher l'énergie dans un ballon d'eau chaude sanitaire. Parce qu'on utilise le ballon pour dégivrer. Bon, faut bien imaginer, effectivement, ballon, quand on a 200 litres d'eau chaude, il y a de l'énergie potentielle pour dégivrer, mais quand on dégivre, quand on inverse le cycle, on envoie de l'eau, entre parenthèses, quasiment glacée, dans un serpentin de ballon. On vient récupérer, en fait, on envoie de l'eau froide. On fait de l'eau froide. On envoie de l'eau froide au milieu du ballon. Ouais. Au terme de confort sanitaire, c'est la douche froide arrive à un moment. En termes de rendement, c'est pas très intelligent. C'est pratique, c'est simple, ça fonctionne. Mais c'est pas le summum en termes de confort. Et nous, ce qu'on voulait, c'était que le client... c'est ça, on voulait déjà s'affranchir ça. On voulait pas que le client puisse se plaindre d'avoir effectivement de l'eau froide au niveau de la douche, des choses comme ça. On sait aussi que des fois, ne serait-ce que c'est peut-être des fois psychologique. Quand vous avez les radiateurs glacés à la maison suite au dégivrage, ça change pas le confort effectivement du logement. C'est temporaire. Mais enfin, c'est toujours désagréable d'avoir un radiateur froid. Il faut l'expliquer au client pourquoi mon radiateur est froid, parce que c'est bien dégivrer, mais est-ce que c'est normal? Tout ça, on veut éviter. Enfin, il faut que ça soit plug and play. Pour que ce soit simplifié. Ouais, c'est ça, plug and play. C'est le bon terme. C'est pas très français. Oui. Mais c'est très clair, c'est-à-dire quand on vend une installation aux clients, ils veulent plus enquiquiner, ils ont l'habitude d'une chaudière gaz ou d'un truc où ils appuient sur on, ils y touchent plus, etc. Basique, et la PAC, c'était comme la chaudière fuel, c'était un beans phénoménal avec des réglages, des choses comme ça. Si on arrive à simplifier ça, voilà. Il n'y a que nous qui sommes dans le milieu du chauffage qui aimons toucher au produit. Mais il faut un particulier, il a une régulation on-off, je veux que ça marche, je veux avoir chaud, je pars en vacances, c'est tout. Encore une fois, je pense qu'en termes de développement, la logique, elle est différente d'une boîte de clim qui va faire une pompe à chaleur. Parce qu'une boîte de clim qui va développer une pompe à chaleur, elle n'aura pas les mêmes contraintes en termes de régulation, de mode de fonctionnement sur l'hydraulique, etc. Donc je pense que c'est important qu'une boîte comme Viessmann, qui soit spécialisée en chauffage, n'ait pas laissé ce marché de la pompe à chaleur à, je ne vais pas citer de marque, mais à des marques qui font que de la clim, parce que voilà, c'est quelque chose qui est... C'est du chauffage, c'est pas de la clim. C'est du chauffage. Nous, on était reconnus de toute façon pour la régulation. Enfin, c'est vraiment, bien sûr. Quand on vend du chauffage, on vend du confort, on vend une régulation, on vend un système, effectivement. Donc, sur ce produit-là, c'était aussi un des gros aspects. Alors, pas sur l'aspect visuel de la régulation, même si c'est une belle régule, écran 7 pouces couleur, etc. Un bel écran tactile de 7 pouces, patati patata. En fait, toute l'intelligence, elle est vraiment dans l'hydraulique. Quand on ouvre le produit, quand on comprend le fonctionnement, effectivement, on n'est plus sur une vanne, pour faire simple, alors sans rentrer trop dans la technique, souvent une pompe à chaleur, vous avez une vanne, c'est une vanne de voie, une vanne d'inversion, je vais dans le chauffage, ou je vais, sur la partie hydraulique, je vais soit dans le chauffage, soit dans le ballon d'eau chaude. Là, on est sur une vanne proportionnelle.
on a 3 sorties, une entrée, 3 Ouais, sorties. c'est 24 voies. Voilà, avec des voies communicantes entre elles, c'est-à-dire on gère ce qu'on appelle un bypass dynamique, c'est-à-dire qu'on envoie ce que l'installation est capable de recevoir. On sait qu'une installation, elle va fluctuer, il y a du soleil dehors, les radiateurs se ferment, le soleil se couche, les radiateurs vont s'ouvrir, donc on a un débit qui fluctue dans une installation. Le débit fluctue dans l'installation, mais pas au niveau de la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, elle doit respecter un débit pour travailler de manière optimale. Donc il fallait s'adapter à ça, et donc aujourd'hui, effectivement, on gère finalement le débit de la pompe à chaleur, le débit de l'installation, comme on gère un circuit secondaire avec ça, comme des têtes thermostatiques ouais. ou des soupapes différentielles, etc. On garantit un débit au condenseur et puis après ça fait sa vie. Donc vous maintenez le bon delta T, ça fonctionne bien et après on se débrouille dans notre install. Si on a des robinets thermostatiques de partout, pas de problème, elle gère, elle dit il y a des robinets, je tourne moins fort, terminé quoi. Ok. Bon, bah ça c'est cool. Je vais réexpliquer juste pour les bichons parce que à chaque fois les noms un peu chez Wiesmann c'est un peu compliqué. Hein. Suivez mon regard. Hein. Vito machin, etc. Vito Bref, partout. Vito, ça c'est la vie, il y a de partout. On a compris. Mais en gros, la gamme 150, c'est une pompe à chaleur qui fait que du chauffage, qui fait pas d'eau chaude. Oui. On a gardé la même logique, c'est-à-dire que si la dernière lettre et la première c'est la même, ça veut dire qu'il y a un ballon d'eau chaude. Donc la 151, c'est la même avec un ballon d'eau chaude intégré. Exactement. Et la 250, elle devient 252 si elle fait de l'eau chaude. Parfait. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, voilà, je voulais juste résumer ça pour les bichons. Donc on a la gamme 150 qui est entre la gamme 200 et la gamme 250 en termes de rendement, qui est du monobloc uniquement. C'est ça, de 10, 13 et 16 kW. R290. Oui. Propane monobloc. Propane monobloc. Pas de propane en split, on est d'accord ? Alors, ça serait compliqué. Aujourd'hui, la réglementation, c'est 150 grammes de propane maximum, hein, donc, à l'intérieur du logement. Donc, à part des frigos au propane... Mais je suis Caligaz, hein, pourtant. Hein. Donc, non, uniquement monobloc aujourd'hui. Ok, monobloc, gamme 150, gamme 250. Légère différence de rendement. Ce qui les différencie, au-delà de l'esthétique et de l'aspect sonore, c'est surtout le fait d'être capable de gérer 2 circuits en interne ou un seul circuit. C'est ça. Un circuit, la gamme 150, la gamme 250, 1 ou 2 circuits, effectivement. Les deux sont compatibles avec le VitoVolt, photovoltaïque, VitoCharge, tout. Ouais, tout à fait. Toutes les solutions d'autoconso, Smart Grid, on est compatible. On a une chance de voir des VitoCharge pour cette année ? Bien sûr. Cette année, ça sort du coup ? Cette année, ça sort. Écoutez les gars, vous pouvez dire que vous l'avez entendu chez les bichons et aller voir votre commercial pour lui dire « Moi j'ai entendu, Monsieur Dufour, il a dit que ça sortait cette année. Hein. » Exactement. Bon, c'est cool si on arrive à voir ces produits, c'est nickel. Je vais rebasculer, on a parlé pas mal des packs et tout, je vais revenir sur le concours parce que on a quand même un joli petit cadeau parce que depuis tout à l'heure on parle de pompe à chaleur, de photovoltaïque, on a expliqué un petit peu la gamme chaudière fuel, chaudière gaz. On n'a pas parlé des chaudières bois granules et chaudières bois bûches qui sont aussi depuis une croissance externe à l'époque avec, je crois que c'était Coop de mémoire, mais voilà, qui sont aussi des produits super performants. Vous avez aussi pas mal investi dans d'autres choses depuis quelques temps. Qui est-ce qui nous parle un petit peu du concours là ? Parce qu'on va pouvoir retrouver le concours sur lesbichons.com, onglet participer au concours. Vous allez avoir une fiche qui va sortir avec l'émission qu'on vient de faire aujourd'hui. Il y aura tous les visuels qu'on n'avait pas là tout de suite, mais vous aurez tous les visuels. Mais voilà, vous participez dessus, vous avez une semaine. Donc à partir de lundi 8h15, une semaine et après tirage au sort. Oui. Mais qu'est-ce qu'on gagne ? Alors qu'est-ce qu'on gagne ? Jérôme est venu avec effectivement, il vend sa famille de produits, il fait de la pompe à chaleur RR. Donc on a parlé de pompe à chaleur RO, mais on a de la pompe à chaleur RR effectivement. De la clim les bichons, de la clim, je vous dis, la pompe à chaleur RR, là c'est un truc de commercial, c'est de la clim, voilà. C'est de la clim, tout à fait. J'ai mis les pieds dans le plat, direct. Hein. Arrêtez avec vos pompes à chaleur RR, même si c'est totalement vrai. Mais les clients qui m'appellent, moi qui me disent bonjour, je voudrais un devis de pompe à chaleur, je me dis ah super, ah mais je voudrais juste une clim. Ah ouais mais c'est pas une pompe à chaleur, c'est une clim. Ah si, c'est une pompe à chaleur. Ouais, oui, je sais. Mais effectivement, ouais, pompe à chaleur réversible, du coup, monosplit, donc de 3,5 kW, donc en version... Vas-y. Ouais, c'est bon. Donc aujourd'hui, on a 2 gammes chez Wiesmann. On a de la 200S
confort et éco. Et là, dans ce cas-là, effectivement, je l'ai dans le coffre. C'est une 200S confort qui est à gagner. Ok, donc ça veut dire climatisation connectée à Internet, Tout à fait. commandable à distance. C'est celle qu'on a installée dans les studios. Exactement. Qu'on a installée dans les studios. Vous pourrez voir, il y a une vidéo de cette Et installation. du coup, elle est bien, non? Ah bah, il faut demander à Lolo, mais là, on n'a pas froid. Hein, je crois qu'on n'est pas trop Exactement. mal. Donc, non, voilà. J'insiste, c'est un monosplit de 3,5 kg qui est dispo pour vous, les bichons. Allez vite vous inscrire pour participer. Je précise une chose, l'installation est obligatoirement réalisée par un professionnel. On est bien d'accord, c'est une clim, c'est pas vous posez votre clim au mur, vous ouvrez les vannes et vous posez le truc. Vous inscrivez au concours, le gagnant, on vous donnera le numéro de téléphone du commercial de chez Viessmann qui vous mettra en contact avec un installateur. Ou alors, si vous êtes installateur, vous pouvez aussi l'installer vous-même. Il faut juste avoir la capacité et la manipulation des fluides pour pouvoir faire la mise en service. C'est un produit, je connais pas le prix par cœur, mais c'est un bon billet quand même. Hein. On est sur, il me semble, 1800 € à peu près prix public. Et bien les installateurs peuvent toujours pas participer, la régie, hein. C'est ça, les animateurs non plus. Hein. C'est réservé aux bichons. Hein, c'est ça. Bon, bah, vous êtes morts aussi, hein, je vous le dis, vous pourrez pas participer. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas à participer parce que c'est un beau cadeau. Et là, on va arriver à la période Ça va être de saison. Ouais, là, mars-avril, c'est le moment où il faut commencer à vous exciter pour la clim. Il faut pas vous dire au mois de juillet, il faut venir mettre la clim demain. Là, c'est le moment pour vous exciter, les bichons. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on a présenté la gamme parce que les bichons, vous connaissez de réputation, mais c'est la première fois qu'on vous voyait dans l'Instant Pro. Donc je suis super content que vous soyez venus. Également, ouais. Donc qu'on ait eu en plus de chef produit, c'est pas mal. Ça permet d'avoir des choses un peu plus concrètes que d'avoir juste quelqu'un du marketing ou etc. On a des trucs un peu plus concrets. Voilà. Donc ça m'a fait super plaisir que vous veniez. J'espère qu'on se reverra. Et puis on va se revoir bientôt pour d'autres choses. Mais voilà. Ça vous a plu, Parfait, vous très Avec bien. plaisir, ouais, J'ai pas été trop superbe méchant, expérience. vous avez pas trop... très gentil. Non. C'est On bon. reviendra, c'est Bon. promis. Je vous invite aussi à aller répondre, comme je vous expliquais tout à l'heure en antenne. L'émission va être disponible du coup sur YouTube. On va avoir normalement, avec la pompe à chaleur d'expérience, pas mal de questions. Donc j'aime bien en fait que les gens qui viennent dans l'émission prennent le temps d'aller répondre aux bichons parce que on a des bichons qui sont en Belgique, on a des bichons qui sont en Suisse, on en a de partout. Vous êtes présents de façon mondiale. Même si vous ne pouvez pas connaître toutes les réglementations, ça serait cool de prendre le temps d'aller répondre et de leur expliquer tout ce qu'on deux, pourra trois répondre, trucs. effectivement, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. On le fera. Passera dessus. Donc vous... Expliquer le dégivrage. Bah alors c'est bon. Alors là, Voilà. vous demandez Emmanuel pour le dégivrage. Alors le 06. Ah, ça y est, c'est sorti. Et ouais, l'autre truc que je vous disais, c'est que on est dispo sur YouTube à partir de lundi à 8h15 en replay, mais on est aussi disponible en podcast. Donc vous n'aurez pas les visuels, etc., mais on est dispo en podcast sur toutes les plus grandes plateformes. SoundCloud, Deezer, Apple Podcast. Vous pouvez réécouter l'émission et tranquille sur le chantier, vous faites un petit cours de pompe à chaleur. Génial. Ok ? Bon, bah écoutez, on va rendre l'antenne. Je dis bye bye aux bichons, on leur dit au revoir et puis bonne journée. Au revoir. Bonne tous. journée. Ciao, ciao.